durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons les plantes qui vivent tout là-haut. Nous sommes dans les Vosges, sur la route des Crêtes, tout près du col de la Schlourte, pour un tour du monde végétal dans l'un des plus beaux et des plus riches jardins alpins d'Europe, avec le responsable du jardin d'altitude du Haut-Châtelet. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Bruno Petitjean, bonjour. Bonjour, bienvenue au jardin d'altitude du Châtelet. Merci. On va bien sûr de visiter ce fameux jardin d'altitude du Haut-Châtelet avec vous, sous votre conduite, Bruno Petitjean. Mais avant de quitter cette bibliothèque où nous sommes à l'instant, j'aimerais que vous nous présentiez l'historique, l'intérêt de ce jardin d'altitude, Bruno Petitjean. Alors en fait, le jardin d'altitude du Châtelet dépend des jardins botaniques de Nancy, qui font partie de la métropole du Grand Nancy. Et vous avez oublié de rajouter « et de l'Université de Lorraine ». J'allais le dire, et de l'Université de Lorraine. Voilà. Bon, ils sont susceptibles. Donc voilà le jardin. Pourquoi il y a un jardin alpin ici qui est à peu près à 125 km de la maison mère à Nancy? Il faut remonter un petit peu dans le temps, puisque à l'époque, au col de la Schlourte, il existait déjà un jardin botanique, un jardin alpin, qui avait été créé par Camille Brunotte, qui était professeur de pharmacie et de botanique, et en plus qui était passionné de montagne, puisqu'il était délégué du club alpin à l'époque. Et au col de la Schlourte, il avait fait un petit jardin où il y avait à peu près 650 plantes de montagne. C'était une démarche à l'époque totalement volontaire, par un intérêt personnel? Oui, je pense qu'au départ, c'était parce qu'il était passionné par ça, et puis la culture des plantes de montagne. Bon, après, il y a une histoire de comment ça s'appelle, d'essai de plantes fourragères en altitude, mais ça, j'en ai jamais eu la certitude. Mmh. Donc Camille Brunotte, il est mort jeune, puisqu'il est mort, il faisait les trajets entre Nancy plus le jardin de la Schlourte, il s'est fatigué beaucoup, et il est mort de l'appendicite à 50 ans. On est à ce moment-là avant la Première Guerre mondiale? On est avant la Première Guerre mondiale, on est dans les années 1900. Et il fait le parcours... il fait le parcours Nancy, le col de la Schlourte, pour s'occuper de son jardin. Il vient comment? Enfin, c'est une question un peu... Ça, avec les moyens de l'époque, je ne sais pas trop comment il faisait, mais c'était avec les moyens de l'époque. C'est vrai que ça ne devait pas être si évident. Il fallait être passionné. Oui. Et donc, ce premier jardin botanique, Bruno Petitjean, subit des vicissitudes de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc pas tout de suite, puisque la guerre a été déclarée en 14. Donc avant ça, il y a Edmond Guin, le collègue après la mort de Brunotte. Edmond Guin avait repris le jardin, et lui, il avait agrandi, il avait fait un petit chalet laboratoire, il avait détourné la source de la Meurthe, qui n'est pas très loin, pour faire des bassins dans le jardin. Et puis il avait même créé une petite équipe de jardiniers qui montait spécialement de Gérardmer pour s'occuper du jardin. Et puis 1914, la frontière avec l'Allemagne, le col de la Schlourte, les Français qui voulaient faire la route des Crêtes, puisque la route des Crêtes qui passe devant le jardin actuel et qui va jusqu'au Grand Ballon, c'est une route stratégique qui a été faite par les militaires à l'époque, donc elle est toujours du côté lorrain, mais jamais du côté alsacien, c'était l'Allemagne à l'époque. Et tout s'explique. Voilà, c'était pour observer un petit peu sans être vu. Donc voilà, ils avaient stocké leur matériel, ils avaient parqué des chevaux, des mulets sur l'emplacement du jardin. Les soldats avaient besoin d'eau, donc ils ont cassé les bassins et puis ils sont cantonnés là, ça fait que le jardin a été complètement détruit. Alors du temps du professeur Brunotte, Bruno Petitjean, on trouve à ce moment-là déjà quel type d'espèces? Alors je pense qu'il avait les espèces types de montagne, je pense qu'il devait avoir l'Edelweiss, il devait avoir quelques gentianes. On retrouve encore, quand on va sur le site, il y a encore quelques petites taches d'Homogine alpina, c'est une petite astéracée qui pousse en montagne et qui a subsisté, quoi. Voilà. Et puis alors ce jardin botanique profite d'une nouvelle vie. Voilà. Donc il faut remonter bien des années après, puisque c'est en 1956, l'ONF a donné un terrain à l'Université de Lorraine des forêts, oui, pour faire le chalet universitaire au départ. Donc le chalet universitaire, c'est un gros chalet qui se trouve juste à côté du jardin. Malheureusement, il est fermé depuis les années 2000 parce qu'il n'est plus aux normes de sécurité. Donc voilà. Donc, et encore bien des années après, c'est en 65 ou quelque chose comme ça, il y avait Pierre Valque, qui était conservateur des jardins botaniques de l'époque, qui discutait avec un professeur de botanique de l'université, et il parlait de jardin, comme ça il parlait de jardin alpin, et ils se sont dit, mais tiens, il y a un terrain qui est là-haut, vers le col de la Schlourte, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité, un terrain qui appartient à l'université, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de refaire un jardin? Donc Pierre Valque a organisé des sessions de travail avec l'école de Reville-aux-Chênes et l'amicale franco-allemande de l'époque, des sessions de travail entre des horticulteurs bénévoles, français et allemands, qui venaient donc passer 3 semaines ici
vers la fin septembre, début octobre, et ils ont fait les premiers travaux. La réconciliation par les fleurs. Voilà. Les grands-parents avaient détruit le premier jardin, c'est les petits-enfants qui refaisaient le nouveau. Il y a parfois des choses bien inutiles. Ce jardin botanique, Bruno Petitjean, dont vous êtes responsable, quelle surface, combien d'espèces aujourd'hui? Et puis la spécificité, bien sûr, d'être un jardin d'altitude. Alors la surface du terrain fait 11 hectares et la surface où on cultive, la surface jardinée, fait à peu près 1,7 hectare. Hein, voilà. Donc sur ce jardin, on a à peu près 2500 espèces de plantes. Est-ce que ce jardin a toujours été ouvert au public, Bruno Petitjean? Alors je crois qu'il est ouvert au public dans l'année 1970, la première ouverture au public, puisque je pense que c'était 70, il me semble. Ça veut dire qu'avant cela, c'était surtout des universités. Et puis c'était surtout la création du jardin. Hein, donc ça a duré jusqu'en 69. Donc c'est vrai que c'était D'ailleurs, il y a un pin Mougot qui symbolise la première plantation, qui a été plantée en 66. Mais bon, c'est vrai que le jardin est ouvert que des années après. Quel est vraiment l'intérêt, Bruno Petitjean, de disposer d'un jardin d'altitude? Alors évidemment, là je vous tends une perche pour nous expliquer cet intérêt, mais à la fois pour le public, alors on peut le comprendre parce que ça permet effectivement de découvrir des plantes d'un peu partout dans le monde, des plantes d'altitude, sans avoir forcément à se déplacer, mais sur le plan scientifique, est-ce qu'il y a aussi un intérêt au-delà? Alors sur le plan scientifique, on a quelques chercheurs qui viennent voir le jardin. Bon, c'est vrai que c'est plus, moi je dirais que c'est plus un attrait pour les visiteurs de voir un petit peu des plantes qu'ils verront peut-être jamais. Puisque en fait, les jardins botaniques, ils font des échanges de graines. Donc nous, on sème on va récolter des graines ici au Châtelet. Il y a des graines qui seront récoltées à Nancy et toutes ces graines sont stockées en chambre froide. Et chaque année, on publie ce qu'on appelle un index séminum. C'est un petit catalogue qu'on va envoyer à peu près à 1200 correspondants dans le monde, dans les jardins botaniques. Et eux font la même chose. Donc toutes ces graines qu'on reçoit ici, on fait à peu près de 250 à 400 semis nouveaux par an. Donc il y a des plantes qui sont un petit peu exceptionnelles et qui viennent de l'Himalaya, qui viennent de l'Afrique du Sud, qui viennent de Nouvelle-Zélande. Donc c'est vrai que on essaye un petit peu de montrer au public cette palette des plantes de montagne qui peuvent être représentées dans le monde. Et ce jardin d'altitude du Châtelet, Bruno Petitjean, nous sommes entre 1210 et 1228 mètres d'altitude, permet de réunir toutes ces conditions d'accueil pour ces plantes. On essaye, on arrive à acclimater des plantes qui viennent d'un peu partout, c'est vrai. Bon, disons qu'ici, le climat est particulier, puisque on a 1228 mètres exactement, mais on a des conditions météo qui correspondent à peu près aux 2000 mètres des Pyrénées et les 1800 mètres des Alpes. Donc avec à peu près 120 jours de neige, on a une moyenne de température qui est entre 3,5 degrés et 5 degrés. Ça correspond à des températures qu'on va retrouver au nord de la Norvège. Donc c'est vrai qu'au niveau conditions climatiques, plus la protection de la neige en hiver, fait qu'on arrive à cultiver pas mal d'espèces. Et vous nous disiez d'ailleurs que aux alentours du 20 mai ou du 27 mai, il y avait de la grêle pas loin d'ici, de façon même assez importante. Ah oui, c'était le week-end dernier, on a vu de la grêle, mais vraiment, sur la route, il y avait 3 cm de grêle. Donc, comme quoi, nous sommes bien en Lorraine. Bruno Petitjean, le jardin botanique, le jardin d'altitude du Haut-Châtelet est aussi labellisé Jardin remarquable. Alors, il est labellisé Jardin remarquable, oui. Et puis, jardin comment s'appelle, avec l'association JBF, des jardins de France et pays francophones, enfin francophones. Oui, il est labellisé. Et ça consiste en quoi? Et ça vous apporte quoi? Alors, dans le fond, je ne sais pas ce que ça nous apporte. C'est toujours bien un label. C'est un label, donc. Bon, voilà, je pense que c'est pour remettre. Ça veut dire que donc, on fait bien notre travail. Vous faites bien votre travail. Alors, on va bien sûr le vérifier, mais on n'en doute pas un instant. Une particularité également, Bruno Petitjean, de ce jardin d'altitude du Haut-Châtelet, c'est la présence d'une hêtraie d'altitude et d'une tourbière. Voilà, donc à proximité du jardin, on a une hêtraie d'altitude, en effet, une tourbière. Donc une tourbière qui avait été, elle a un petit peu une histoire, parce que cette tourbière, un peu à l'époque de l'ancien jardin, elle avait été drainée, parce que justement, ils avaient essayé de faire des essais de pâturage et de plantes fourragères sur les crêtes. Donc cette tourbière a été drainée, et du fait d'être drainée, elle a perdu un petit peu toutes les plantes qui étaient insectivores, les choses comme ça. Donc il y a quelques années, on a refait avec le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine, on a fait un partenariat pour essayer de redynamiser un petit peu cette tourbière. Donc on a bouché tous les drains pour essayer de refaire remonter un petit peu le niveau d'eau. Et on a fait aussi un ponton qui permet aux visiteurs de parcourir la tourbière et puis de voir les plantes intéressantes.
Ça doit vous faire hurler en tant que botaniste, non, lorsqu'on draine une tourbière ou nos petits gens. Ah ben c'est sûr que drainer une tourbière, ça la sèche, donc tout ce qui était intéressant dedans va partir, quoi. C'est un peu comme détruire une cathédrale, quoi. Ah, peut-être pas quand même, mais bon, c'est vrai que c'est... Ouais. Alors, on va bien sûr, cette fois-ci, aller se promener dans ce jardin d'altitude du Haut-Châtelet avec vous, Bruno Petitjean. On commence par quoi? Eh bien écoutez, on va peut-être commencer comme lorsqu'on fait une visite guidée, quand on a des visites guidées à faire. On commence par le secteur qui est près du petit chalet d'accueil. Donc là-haut, il y a les adaptations des plantes, puisqu'on a fait l'an dernier, on a amélioré toute la signalétique, je dirais. Donc on a fait des nouveaux panneaux avec des explications sur les massifs en question, sur les adaptations des plantes. Et là, on va installer pour le 1er juin, là, on va installer des explications sur, on a des sculptures d'animaux des Vosges, avec des explications sur certains animaux des Vosges. Et il y aura aussi la formation du massif vosgien, avec des panneaux qui expliqueront la géologie. Et donc, voilà. On va se retrouver à quel endroit précisément, géographiquement? Alors, on sera plutôt dans le secteur des Alpes. On y va. Eh bien, c'est parti. Durablement vôtre, Éric Mutschler. De tes grands yeux, je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, je fais serment. Oh yeah! Nous sommes toujours au jardin d'altitude du Haut-Châtelet, c'est tout près du col de la Schlourte, avec vous, Bruno Petitjean. Oui. Nous sommes à proximité immédiate du pavillon d'accueil et on s'apprête à gravir les Alpes orientales. Voilà, donc on démarre toujours en fait les premiers massifs montagneux qu'on peut trouver, les premières rocailles qu'on peut trouver près du pavillon d'accueil, c'est le secteur Alpes. Donc il y a les Alpes orientales, après ça on va trouver les Alpes occidentales,
Puis après ça, ben, dans le haut du jardin, on a les Carpates, on a comme ça s'appelle, toutes les variétés horticoles, l'Amérique du Nord. On a la source de la Vologne dans le jardin. Donc le long de la Vologne, on va trouver le secteur asiatique avec la Chine, le Japon, l'Himalaya. Et puis dans le centre du jardin, c'est le secteur réservé un petit peu à la flore vosgienne, qui est présenté sous forme de petites collections thématiques. On va trouver les plantes des Hauts-de-Chaume, on va trouver les escarpements du Honeck, on va trouver les forêts des Vosges, les fougères des Vosges, les plantes menacées des Vosges. Et puis autour de ça, il y aura encore quelques montagnes françaises, les Pyrénées, le Jura, le Massif central. Et encore dans le centre du jardin, on a tout ce qui est région australe, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Patagonie. Et puis sur le bord, sur le côté gauche plutôt, du chalet d'accueil, on a le secteur des montagnes méditerranéennes, qui sont représentées par pas mal de petits secteurs, les Balkans, l'Espagne, la Corse, l'Italie, toutes ces choses-là. Voilà. C'est un tour du monde botanique. C'est un petit peu un tour du monde botanique, tout à fait. Est-ce que vous avez déjà eu la curiosité, Bruno Petitjean, de comptabiliser le nombre de pays que l'on voyage ici sur 1,7 hectare du jardin d'altitude du Haut-Châtelet? Ben en fait, j'ai jamais trop comptabilisé, mais c'est vrai on peut faire pas mal de chemin. L'avantage, c'est qu'on peut passer des Alpes, on peut passer en 2 minutes en Nouvelle-Zélande, et puis voilà, et puis c'est assez sympa, quoi. Alors, ce jardin d'altitude, Bruno Petitjean, ici au Haut-Châtelet, n'est pas ouvert toute l'année au public. Alors, il est ouvert que du 1er juin jusqu'au 30 septembre. Hein. Donc, on est 3 personnes des jardins botaniques de Nancy à monter ici au mois de mai pour remettre le jardin en place, puisque l'hiver vient de passer dessus. Donc, après la fonte des neiges, il faut nettoyer le jardin, il faut remettre les étiquettes en place, il faut remettre les bancs. Enfin, il faut faire tout le travail nécessaire à l'ouverture pour le 1er juin. Et puis on reste encore, après le 30 septembre, on reste encore un mois, tout le mois d'octobre, pour justement préparer le jardin à l'hiver, ranger les étiquettes, faire l'inverse de ce qu'on a fait au printemps. Et vous n'êtes que 3. Et on est 3 personnes. Et vous faites un beau métier. On va se promener un peu avec vous, Bruno Petitjean. Je disais tout à l'heure, on va gravir ici les Alpes-Orientales. Nous sommes à plus de 1200 mètres d'altitude. 1228 mètres exactement. Voilà l'altitude du Châtelet. Et on continue à grimper, c'est une pente très douce, c'est évidemment un jardin aménagé. Alors ici dans les Alpes-Orientales, je vais vous poser un peu la même question pour chacune des zones géographiques du monde que nous allons visiter, Bruno Petitjean. Est-ce qu'il y a une plante qui a votre préférence ? Ben, disons qu'il y a quelques plantes que j'aime bien, mais bon, en fait, j'aime bien un petit peu toutes les plantes. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes que j'aime cultiver. Alors, par exemple, ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a naturellement, elles ne sont pas encore fleuries, mais on a les fameuses Edelweiss, que c'est la plante de montagne. On l'a mis justement proche du pavillon d'accueil, puisque c'est la plante de montagne que tous les visiteurs connaissent. Donc juste quand ils rentrent, ils voient des Edelweiss et ils sont souvent bien contents. On a aussi des plantes qui sont sympas, c'est les petites gentianes bleues qui sont en train de fleurir, qui démarrent là-bas. Les gentianes à caules. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Le rhododendron ferrugineux, qui se trouve ici. Alors ça, ce sont toutes des plantes, Bruno Petitjean, qui ne seraient pas capables de vivre au niveau de la mer, par exemple, en altitude. Alors, il y a des plantes qui pourraient... Alors, disons que nous, on a des plantes qui viennent dans les régions arctiques. On pourrait dire que le niveau de la mer, c'est presque une région alpine, puisqu'il y a de la neige, il y a de la glace. Donc, il y a certaines plantes qui poussent au niveau de la mer, mais qui s'habitueront très, très bien ici. Mais bon, il faut que ce soit des plantes qui viennent de Norvège ou qui viennent de Suède ou de Laponie ou des choses comme ça. 2500 espèces présentes de plantes ici au jardin d'altitude du Haut-Châtelet. Vous les connaissez toutes par leur prénom, Bruno Petitjean? Peut-être pas toutes, mais j'en connais quand même un grand nombre. Ce serait... Ah oui, il faut. Est-ce que vous êtes capable de les... Alors évidemment, sans les étiquettes, parce que ça c'est trop facile, puisque chaque plante, évidemment, est étiquetée avec son nom scientifique, son origine. Oui. Vous êtes capable de les reconnaître à l'état végétatif, c'est-à-dire sans la fleur? Sans la fleur avec les feuilles, oui, on peut reconnaître, il n'y a pas de problème. Ah oui. Et vous en êtes capable? Je pense, oui. Pour certaines espèces, oui. Peut-être pas pour toutes, mais pour beaucoup, oui. C'est un véritable savoir et
savoir-faire. Quelle est la meilleure période pour visiter ce jardin d'altitude du Haut-Châtelet, Bruno Petitjean? Parce que j'imagine que, évidemment, c'est plus agréable, plus sympa, peut-être plus instructif aussi de voir le maximum de plantes en floraison. Ah bah tout à fait. Donc la meilleure période, en général, c'est du 15 juin jusqu'au 15 juillet. Hein. C'est une période qui est quand même assez, enfin, disons, je dirais pas 15 juillet, mais mi-juillet. C'est une période qui est quand même assez courte puisque ce sont des plantes de montagne. Donc il faut que dans un laps de temps assez court, elles arrivent à faire à faire leurs fleurs, leurs graines avant les premières gelées qui sont quelquefois, au mois de septembre, c'est pas rare qu'ils gèlent, quoi. Donc la plante, il faut presque déjà qu'au mois de septembre, elles sont en repos pour se préparer à l'hiver. Alors ce jardin botanique, on continue à le parcourir avec vous, Bruno Petitjean. On le rappelle bien sûr, c'est un jardin d'altitude, donc on est plutôt proche de paysages un peu montagneux avec des buttes, beaucoup de cailloux, de rochers et puis ces petits sentiers qui parcourent tout ce jardin botanique. On va changer de zone, Bruno Petitjean. On prend pas l'avion parce que c'est pas bon pour l'atmosphère. On va y aller à pied. Tiens. On va y aller à pied, ce sera mieux. Alors, on est toujours là dans les. Alors là, on est toujours dans les Alpes-Orientales. Donc, si on part par ces petits sentiers, on va se diriger vers les Alpes occidentales et on retrouvera une grande allée. Et de l'autre côté, là-bas, on a les régions australes, ce qu'on appelle les régions australes. Donc on peut aller. Les grands arbres autour de nous. Bruno Petitjean, on va raconter tout ça en marchant. Ces grands arbres sont également inféodés au milieu alpin. Alors ici, ce qu'on a surtout, on est juste, on est un petit peu à 1228 mètres ici, on est à la limite, des, comment ça s'appelle, des arbres, hein, puisque si là on traverse la route des Crêtes, plus il reste à peu près 100 mètres de hêtraies et au-dessus on se retrouve sur ce qu'on appelle les hautes chaumes. Hein. C'est les prairies qui correspondent aux alpages un petit peu. On vient de passer devant des gentianes, Bruno Petitjean. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'en vois. D'abord, elles sont magnifiques. Ici, à l'état naturel, il faut venir au jardin d'altitude du Haut-Châtelet. Alors, ce sont les gentianacoles, hein, donc c'est vrai que c'est une plante qui est typique de montagne. Hein. Souvent, quand on voit des représentations ou des gravures ou sur certaines vieilles affiches de montagne, on voit toujours l'Edelweiss, la gentianacole, et puis quelquefois aussi qu'on s'appelle le génépi qui va avec, quoi. Bien connu aussi pour d'autres vertus. Voilà. Alors, on continue cette promenade. On ne peut évidemment pas commenter chacune des 2500 espèces présentes ici au jardin d'altitude du Haut-Châtelet. On est toujours dans les Alpes occidentales. Et là, nous arrivons, Bruno Petitjean, on change complètement d'endroit. Alors, si on traverse l'allée, oui, là, on se retrouve dans le secteur des régions australes. Osons traverser l'allée. Voilà. Donc avec sur le côté, vous avez qu'on s'appelle les lys des Pyrénées qui commencent à pousser. Hein, donc le lys des Pyrénées, il ressemble un petit peu, je dirais, au lys martagon qu'on trouve dans les Vosges, sauf qu'il est de couleur jaune. Mais au niveau de la fleur, c'est un petit peu la même forme. Lys martagon, espèce protégée. Ah, c'est une espèce protégée, oui. Le lys des Pyrénées aussi. Alors là, on vient de franchir carrément un grand bond, puisque nous arrivons directement, nous sommes en Afrique du Sud, dans les régions australes, Bruno Petitjean. Voilà, là, on a fait au moins 20 000 km en 2 minutes. Là. Voilà, donc là, on trouve beaucoup de... Bon, on a notamment ce qu'on appelle les Raolia, vous voyez, c'est ces petites plantes tapissantes là, qui couvrent le sol. Ici, à côté, on a une plante c'est un myosotis, en fait. Hein, on connaît souvent le myosotis qui pousse, qui fait des petites fleurs bleues en bordure de ruisseau. Qui sont très Alors jolies, celui-là, il faut savoir qu'il est vraiment comme un petit coussin, avec des très très poilus, avec des petites fleurs blanches qui viennent juste comme ça au-dessus des feuilles. On est très heureux que vous soyez notre guide parce qu'on n'imagine pas que, à côté d'une pierre comme ça, nichée comme la plante que vous venez de nous montrer là, provient de l'autre bout du monde. C'est une véritable richesse ici. Ah oui, disons qu'on fait ce qu'on fait, c'est qu'on fait toutes les plantes qu'on obtient au jardin, ça provient d'échanges que l'on fait avec les autres jardins botaniques, hein, puisqu'ici au Châtelet, on va récolter des graines en été, et puis il y aura des graines qui seront récoltées au jardin Jean-Marie Pelt à Nancy, hein, des graines qui seront récoltées dans les collections extérieures, dans les collections de serre, et il y a même une équipe qui fait des récoltes de graines en nature en Lorraine, et puis toutes ces graines sont nettoyées en automne, elles sont stockées en chambre froide ou en grainerie. Et on publie ce qu'on appelle un index séminum, hein, c'est un petit catalogue qu'on va envoyer à peu près à 800 ou 1000 correspondants dans le monde entier, dans les autres jardins botaniques. Hein. Et eux, ils procèdent de la même manière, donc ils nous envoient leur catalogue, et en hiver, on choisit les plantes qu'on n'a pas encore au Châtelet, et qui sont susceptibles de pousser, et qui peuvent nous intéresser. Voilà. Et puis alors évidemment, ça ne se remarque pas à la radio, mais en plus ça sent très très bon ici au jardin d'altitude du Haut-Châtelet, Bruno Petitjean.
Mhm. Alors là, s'il y a une odeur qu'on sent un petit peu en ce moment, c'est une odeur de cannelle, ça ressemble un petit peu à la cannelle. C'est les fleurs du Notophagus antarctica. Donc le Notophagus antarctica, c'est un petit peu le hêtre des régions australes, hein. Donc il fait des petites fleurs qui sentent un peu la cannelle, comme ça. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind. Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je... Nous sommes toujours avec Bruno Petitjean, responsable du jardin d'altitude du Haut-Châtelet, où nous sommes précisément, c'est à proximité immédiate du col de la Schlucht. Bruno Petitjean, ce jardin d'altitude va ouvrir là, 1er juin à partir de 10h. Combien de visiteurs par an? Alors ça dépend des années, mais on a quand même à peu près du mois de juin jusqu'au mois de septembre, on peut avoir de 10 000 jusqu'à 15 000 visiteurs. Ce qui est plutôt pas mal, oui. Ce qui est plutôt pas mal. Oui. Alors, on a déjà parcouru un peu le monde avec vous, puisqu'ici, dans ce jardin d'altitude du Haut-Châtelet, 2500 espèces qui proviennent d'un peu partout dans le monde, des plus beaux massifs montagneux. Mais on est quand même dans les Vosges. Il y a aussi un petit espace dédié à la flore vosgienne, Bruno Petitjean. Tout à fait. Vous voyez, ici, on se trouve devant ce qu'on appelle un petit peu ce serait la partie réservée aux escarpements du Honeck. Et vous pouvez voir que l'étiquetage, c'est un petit peu différent des autres massifs montagneux, des autres rocailles, puisqu'on a fait un étiquetage de couleur verte, un petit peu plus grand, où on a donné la priorité aux noms communs.
Parce qu'en fait, il y a beaucoup de nos visiteurs qui ne sont pas des botanistes et qui voyaient des noms, je ne dirais pas barbares, mais un peu scientifiques. Hein. Vous voyez, par exemple, Polygonatum verticillatum. Quelquefois, ils se demandaient bien ce que c'était. Donc, on a fait l'effort de mettre les noms communs. Donc, on voit que c'est Saute Salomon à feuilles verticillées. Donc l'étiquette, elle est de couleur verte. Donc il y a le nom commun, il y a le nom de genre, le nom d'espèce, avec le nom d'auteur, le botaniste qui a décrit la plante. Et en dessous, on voit que c'est de la famille des Liliacées. Voilà. Alors justement, Bruno Petitjean, est-ce qu'il faut être un botaniste chevronné pour venir visiter ce jardin d'altitude du Haut-Châtelet? Pas forcément, puisqu'il est ouvert à tous les publics. Donc il y a des botanistes, c'est sûr qu'il y a des botanistes chevronnés qui vont passer et qui vont passer la matinée, voire la journée dans le jardin. Il y a d'autres visiteurs qui viendront parce qu'ils sont vraiment amoureux des plantes et puis ils ont envie de voir un petit peu ce qui se fait au Châtelet. Et puis il y a des gens qui s'arrêtent parce qu'ils sont en vacances et puis tiens, ils ont vu qu'il y avait le jardin d'altitude du Châtelet, donc ils viennent voir, quoi. Voilà. Et puis c'est un jardin botanique. L'entrée est payante, c'est modeste. Malgré tout, c'est une volonté, on va dire, stratégique des jardins botaniques du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine. Je rappelle d'ailleurs que ce jardin d'altitude en dépend, bien sûr. Disons que l'entrée était gratuite et puis un jour, il a fallu faire des entrées payantes. Donc on a clôturé le jardin et puis on a demandé, c'est le même tarif que l'accès aux serres du jardin botanique Jean-Marie Pelt. Hein. C'est-à-dire 5 € pour les adultes et 3 € en tarif réduit. Voilà. Et puis c'est quand même un très 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 bel endroit. Vous nous emmenez où? On quitte les Vosges? Alors on peut regarder, là on a une petite auge en pierre, puisque je vous ai dit tout à l'heure dans l'historique que la tourbière avait été drainée. Donc dans cette petite auge en pierre, on a mis un petit peu les plantes insectivores qu'on peut trouver dans les tourbières vosgiennes. Voilà. Donc c'est une auge qui ressemble en fait à une mini tourbière. Voilà, on a aménagé une petite tourbière dans cette auge. Hein. Alors les tourbières, notamment vosgiennes, sont connues pour abriter des plantes insectivores, des plantes carnivores. On en trouve également ici. On en trouve quelques-unes. Donc là, je peux vous montrer, il y a la Drosera rotondifolia notamment. Alors, évidemment, qui est ici. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer des fois dans certaines littératures. Ce sont des toutes petites plantes, on peut s'en approcher sans risque. Voilà, c'est pas plante insectivore plus que carnivore parce que ça attrape vraiment des moucherons. Hein. Donc là, le principe de la Drosera, c'est des feuilles qui sont recouvertes, des petites feuilles rondes qui sont recouvertes de poils glanduleux. Et puis il y a un sucre sur ces feuilles qui attire les insectes. L'insecte va se poser sur la feuille, il va se retrouver englué et la plante petit à petit va digérer l'insecte. Et là, dans l'angle de cette auge, Bruno Petitjean, il y a également une très jolie fleur. Alors c'est la fleur de la Pinguicula vulgaris, vous voyez, donc c'est une autre plante insectivore. Hein. Donc les feuilles, c'est pareil, sont un petit peu recouvertes d'un suc collant comme ça. Donc les insectes sont piégés sur ce suc et ils sont coincés, ils n'arrivent pas à repartir et la plante les digère. Voilà. Et c'est une stratégie absolument extraordinaire inventée par les plantes. Où va-t-on cette fois-ci? Écoutez, comme on est tout près du secteur Himalaya, on peut aller regarder parce qu'il y a pas mal de primes verts qui sont en fleurs en ce moment, c'est assez sympa. Voilà Philippe, là, donc c'est mon collègue qui travaille et qui fait du désherbage dans les rocailles. Donc lui, il s'occupe, il a quand même une mission, il s'occupe de tout ce qui est les relevés phénologiques. Il va vous expliquer ça. Je vais lui tendre le micro. Allons-y, Philippe. Alors, donc le projet de suivi phénologique, ça consiste à étudier l'impact du changement climatique sur la croissance des plantes alpines notamment. C'est un sujet qui est déjà étudié par d'autres instituts et auquel maintenant on participe aussi au jardin du Châtelet. Donc on a une dizaine de plantes de montagne qui sont cultivées dans le jardin et qui sont cultivées aussi dans d'autres jardins alpins d'Europe. Donc ce sont des clones au patrimoine génétique rigoureusement identique. Mmh. Et on va observer dessus chaque année certains critères d'avancement de la végétation. Donc l'apparition des premières feuilles, des premiers bourgeons de fleurs, les premiers fruits, les premières graines qui se forment. Et donc on couple ça à des relevés météo, donc qui tournent toute l'année. Et à terme, l'idée c'est vraiment de pouvoir mesurer concrètement l'influence des changements de température sur la croissance de la végétation alpine. Donc si je comprends bien Philippe, on se sert des plantes comme des indicateurs de changement climatique. Oui, alors c'est déjà beaucoup fait dans les plaines avec des arbres, avec des buissons et puis d'autres plantes. Mais c'est vrai, comme je vous disais, au niveau alpin, il n'y a pas encore énormément de recul là-dessus. Donc j'imagine que c'est aussi un des intérêts du jardin d'altitude du Haut-Châtelet. Alors c'est pas le sujet du jour, mais on a déjà des premières indications. Ça vient confirmer les prévisions notamment du GIEC par exemple?
Nous, le projet a été lancé en Europe, donc ce projet-là en particulier a été lancé il y a 5-6 ans à peu près, donc c'est vraiment tout jeune. Bon, il y a encore une phase de multiplication des plantes. Nous, c'est vrai qu'on a participé relativement tôt au projet, donc on a déjà toutes les plantes à surveiller. Bon, sur 7-8 ans, on ne peut pas encore tirer de conclusion de toute façon, hein. Si une année est particulièrement chaude, il y a de l'avance. Si la neige fond beaucoup plus tard et que l'été est humide et frais, il y a du retard. Mais c'est vrai que ça, c'est sur 20, 25, 30 ans qu'on pourra... C'est un projet à long terme, hein. On reviendra dans 20 ou 30 ans. Voilà, rendez-vous d'ici là. Merci Philippe, on va vous laisser retourner à votre activité. On va continuer notre promenade avec notre guide Bruno Petitjean. Durablement vôtre, Éric Mutschler. En quelques pas, Bruno Petitjean, on vient d'atteindre l'Himalaya. Voilà, donc on se retrouve dans les montagnes de l'Himalaya et là devant nous on peut admirer des Primula pulverulenta. Hein. Donc pour tout ce qui est plantes de l'Himalaya ou d'autres massifs que les montagnes françaises, on ne va pas mettre de nom commun, on laissera le nom scientifique parce qu'autrement il faudrait mettre le nom de la langue de là-bas. Donc c'est Primula pulverulenta, c'est le mot latin. Voilà. Tant pis pour les autres, mais c'est très très beau. Voilà, et je peux vous montrer, on a aussi la première floraison du pavot bleu. Le Meconopsis betonicifolia, il vient de fleurir ce matin, donc ça c'est quand même quelque chose que les gens aiment beaucoup voir, hein, parce que c'est vraiment un pavot qui est... Enfin, c'est pas vraiment un pavot, c'est un Meconopsis. Mais vous voyez, la couleur des pétales, c'est un bleu qui est vraiment beau. C'est absolument extraordinaire. C'est un jardin extraordinaire, avec un aménagement où quelque part, Bruno Petitjean, vous connaissez presque chaque centimètre carré de ce hectare... un peu plus et demi, un hectare. Disons que oui, puisqu'il a fallu, c'est des plantes qu'on a installées, donc on les a cultivées, on les a plantées, et puis on sait à peu près où elles se trouvent. Donc c'est vrai que 2500 espèces, ça prend quand même de la place, donc ça recouvre presque un hectare et demi, en effet. Et puis un aménagement qui est également très esthétique avec des petits pontons, voilà, et puis de l'eau qui coule. Les roches qui sont sur le jardin ont été amenées par... quand ils ont fait les premières sessions de travail par des camions que la ville de Nancy avait prêtés, donc les premiers rocailles ont été créés justement lors de ces sessions de travail. Et puis après ça, on a fait appel à des entreprises qui nous ont fait les gros massifs rocailleux. Et toutes les pierres viennent de la vallée du Kerthoff. C'est une vallée qui se trouve entre Gérardmer et Grand-sur-Vologne. Et il y a aussi quelques roches qui viennent du secteur de Retourne-Mer. Si je vous ai bien compris tout à l'heure, Bruno Petitjean, vous faites bien sûr des échanges de graines avec les autres jardins botaniques dans le monde. Ça veut dire qu'il y a des plantes ici, vosgiennes, que l'on va retrouver à l'autre bout du monde. Ah, tout à fait. Il y a des plantes vosgiennes qui vont peut-être partir en Chine ou qui vont partir en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis ou je ne sais où, oui. Bruno Petitjean, on parle beaucoup d'espèces invasives. Alors c'est peut-être une question un peu naïve, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de déplacer comme ça des populations de plantes d'un bout à l'autre alors qu'elles sont finalement inféodées à leur pays, comme ici l'Himalaya ? Disons qu'il faut quand même le métier du jardinier, ça consiste aussi à surveiller un petit peu les plantes qui pourraient s'échapper du jardin. Donc nous, il y a une plante qu'on surveille particulièrement, c'est le Lysichiton americanum, c'est une plante de la famille des aracées, c'est-à-dire des arômes. Donc on la surveille parce que c'est vrai poussant en bordure de ruisseau, les graines pourraient descendre dans le ruisseau et puis aller se ressemer au bord des lacs de Retourne-Mer. Donc chaque année, on vérifie un peu le long du ruisseau s'il n'y a pas de plantes qui se sont échappées. Et pour justement éviter qu'elles ne se ressèment, on coupe les fruits avant qu'ils soient mûrs. With our swords in our hands, against the sea, with our backs to the walls, against the stress in the presence of our enemies, against the storms roaring at our faces, a cry rang out throughout the skies, a beckon, the flight of the cranes, the call of the mountains. The
Durablement vôtre, Éric Mutschler. Bruno Petitjean, responsable du jardin d'altitude de Haut-Châtelet, ici tout près de la Schlucht. Quel plus bel endroit que cette plateforme qui surplombe la tourbière de ce jardin d'altitude pour parler de votre propre parcours. Mais avant cela, justement, 2 mots sur cette tourbière. Vous avez expliqué tout à l'heure déjà une tentative de renaturation de cette tourbière qui avait été abîmée. Voilà, donc en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine, il y a quelques années, on a bouché justement tous les drains qui avaient été faits dans cette tourbière. Et il y avait aussi quelques tranchées de la guerre. Donc on a coupé les grands épicéas qui commençaient à s'installer, puisqu'une tourbière qui s'assèche, il y a une végétation qui va s'installer. Bon, notamment ici, c'était les bouleaux et les épicéas. Donc on les a coupés, on a fait des pieux avec, on en s'en est servi pour boucher ces drains. Et maintenant, on peut voir qu'il y a des petites mares qui se sont reformées. Et donc autour de ces mares, on pense revoir un jour les Drosera repousser. Les plantes insectivores vont peut-être venir s'installer de nouveau. Drosera, dont nous avons vu quelques exemplaires tout à l'heure. Voilà. Alors il y a une autre particularité, bien sûr, sur les tourbières, ce sont ces plantes qui font des petits pinceaux, on dirait des petites boules de coton qui sont inféodées aux tourbières, Bruno Petitjean. Donc le nom scientifique, c'est Eriophorum, et le nom commun, c'est la linaigrette. Et en 2 mots, nous expliquer, Bruno Petitjean, ce qu'est précisément une tourbière et ce qui fait sa valeur aussi patrimoniale. Alors une tourbière, pour faire une tourbière, il faut des conditions un peu particulières, puisque les tourbières ici dans les Vosges, elles remontent aux dernières glaciations. Donc notre tourbière ici, on pourrait dire qu'elle a à peu près 12 000 ans. Donc quand ils ont fait justement les installations, on faire ces installations et ces travaux, on avait fait des sondages, et au plus profond, il y a à peu près 1,80 m de tourbe. Donc voilà, les tourbières, c'est vrai que c'est après les glaciations, il y a de l'eau qui s'est retrouvée un petit peu coincée dans des fonds de vallée ou dans des petits vallons comme ça. Et sur cette eau, il y a des plantes qui se sont installées, tout d'abord des algues, et puis après ça a été des plantes, notamment des mousses, le sphagnum. Donc le sphagnum, il a la particularité de pousser toujours en hauteur, et il peut retenir à peu près 20 fois son poids en eau, c'est comme une éponge. Donc ce sphagnum, il pousse toujours en hauteur, et puis la partie qui est en dessous de l'eau va descendre progressivement, va se décomposer, mais comme c'est un milieu très très acide, elle ne va pas vraiment se décomposer, elle va s'amasser, et c'est ce qui forme la tourbe. Bruno Petitjean, on pourrait vous écouter des heures, parler des plantes avec passion et compétence. Comment en êtes-vous arrivé à être responsable du jardin d'altitude ici au Haut-Châtelet? Quel est votre propre parcours? Alors moi j'ai fait mes études, j'avais fait mes études horticoles au collège de Roville-aux-Chênes. Et puis après ça, j'ai été embauché au jardin botanique. J'avais fait notamment pendant mes études, j'avais fait mon stage au jardin d'altitude du Châtelet. Et ça m'avait beaucoup plu. Et puis quand j'étais gamin, on allait toujours en vacances au Valtin, c'est pas très loin d'ici. Donc ça m'a bien plu. Et puis après ça, étant au jardin botanique, je me suis toujours un petit peu passionné pour les plantes de montagne. J'ai participé aussi aux travaux de la création de l'alpinum du jardin Jean-Marie Pelt. Et puis je remplaçais le responsable du Châtelet jusqu'au jour où il a été appelé à d'autres fonctions. Et on m'a nommé responsable du Châtelet. Depuis, ça dure toujours. Et ça va faire depuis 89 que ça dure. Et vous en parlez avec toujours autant de passion. Et pour autant, cet attrait pour les plantes, vous savez d'où ça vous vient? Je pense que j'ai toujours été un petit peu, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été passionné par la nature, que ce soit les plantes, les oiseaux, les choses comme ça. Et puis avec mes parents, on a eu la chance, ils nous emmenaient nous promener souvent sur les Hauts-de-Chaume, sur les crêtes et tout. Et c'est vrai que ça m'est resté, je pense. Et puis vous vivez sur place, ici au Châtelet, avec votre épouse Elisabeth, Bruno Petitjean. En tout cas, le temps nécessaire, la période d'ouverture de ce jardin. Pour autant, vous nous disiez en arrivant que, certains de vos collègues rechignaient à être ici autant isolés que vous.
Ah bah c'est sûr que le Châtelet c'est un petit peu particulier, donc c'est vrai que j'ai des collègues qui aiment pas trop de venir quand il y a du brouillard, de la pluie, des conditions particulières. L'autre chose, bah, ça peut être du brouillard assez longtemps, de la pluie et tout. Et c'est vrai qu'il faut vraiment un petit peu aimer la nature et puis aimer un petit peu aussi se retrouver quelquefois isolé pour aimer le Châtelet, disons. Donc c'est vrai que je comprends qu'il y ait des collègues qui n'aiment pas trop de venir ici, quoi. Mais vous, ça vous plaît? Ah moi ça me plaît, moi. Ah oui, oui. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Bruno Petitjean, responsable du jardin d'altitude du Haut-Châtelet. Nous sommes tout près du col de la Schlourte. On vient de faire le tour de ce jardin magnifique, extraordinaire. Je comprends pourquoi il est parmi les plus beaux et les plus riches jardins alpins d'Europe. On a du mal à imaginer que quand on se travaille comme vous ici plusieurs mois de l'année, on soit coup de gueule. C'est pourtant votre cas. Bah disons que c'est vrai que ce qui est, je dirais, par rapport à la botanique, ce qui est un petit peu dommage, c'est que la vraie, bah, tout ce qui était études de botanique, c'est un petit peu perdu. On a l'impression que bah, en université, ils ne font plus ça. Ils s'intéressent beaucoup à la biologie moléculaire, mais tout ce qui était botanique traditionnelle est un peu oublié. Donc je pense que c'est un peu dommage. Et c'est vrai que des jardins comme le nôtre ou d'autres pourraient servir justement à ces études, quoi. Hein, c'est pareil, je vois souvent les étudiants en faculté de pharmacie, bah, ils viennent au jardin, ils viennent une semaine avant les examens et puis ils viennent visiter le Châtelet. Donc après, c'est pas de leur faute, mais bon, c'est vrai qu'il y a moyen de faire, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Voilà. Biologie moléculaire, c'est vraiment rentrer dans le Ah ben c'est détail du le fonctionnement de la tout plante. petit, oui, puisque c'est vrai qu'il y a, bon, ils se sont rendus compte, c'est vrai qu'en étudiant les plantes de plus près, qu'il y avait certaines familles de plantes bah, qu'on connaissait bien. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une digitale, hein. Une digitale qui était de la famille des Scrofulariaceae, ben, en étudiant de très très près, on se rend compte qu'elle est plus proche des plantains qu'on trouve au bord des routes ou au bord des sentiers. Et maintenant, la digitale est devenue une plantaginacée. Donc, il faut se remettre en question. Et toutes les études qu'on a fait sur certaines familles, ben, il faut les réapprendre d'une autre façon. Et c'est vrai que des fois, c'est pas simple. Alors ça n'agace probablement que le botaniste que vous Ah, êtes, sûrement, oui, oui, oui. Bruno Petitjean. Pour autant, en même temps, la science progresse. Alors évidemment, ça Ah, bien perd sûr, pas oui, vos oui, habitudes, bien mais sûr, oui. c'est également important et intéressant de finalement revoir cette classification Ah systémique. oui, oui, non? tout à fait, oui. Oui, oui. Et ça évolue, on se rend compte que ça évolue tout le temps, quoi, en fait. Oui. À quoi cela tient-il, à votre avis, que précisément les scientifiques, mais pas seulement, peut-être aussi nos concitoyens, certains sont très accros, mais une petite minorité, n'ont pas cet attrait pour la nature en général et la botanique en particulier. Et est-ce que c'est vrai dans tous les pays, j'imagine, que vous voyez ici au jardin d'altitude du Haut-Châtelet, beaucoup de nationalités différentes, Bruno Petitjean? Mais c'est vrai que, bon, au regard des visiteurs qu'on a au Châtelet, on voit souvent, bah, on a beaucoup de visiteurs étrangers, donc notamment des Allemands. Et je pourrais peut-être, bon, je ne vais pas être non plus très catégorique, mais on pourrait dire que les Allemands, on a l'impression que les Allemands s'intéressent quand même plus à ce qui est botanique et choses comme ça. D'ailleurs, on voit encore des groupes d'étudiants en botanique qui viennent d'Allemagne, qui viennent visiter le jardin. Et au niveau français, il y a quand même plus trop d'étudiants en botanique qui viennent visiter notre jardin. Mais c'est vrai que La remarque que vous faites sur les Allemands et peut-être les pays anglo-saxons en général, on sait qu'ils sont aussi très en avance sur, par exemple, les énergies renouvelables. Est-ce qu'il y a un lien avec tout ça, d'après vous? bah peut-être, je sais pas trop, peut-être. Je pense qu'ils sont peut-être plus proches de la nature que nous, je sais pas. Quel serait votre souhait, Bruno Petitjean, si vous aviez comme ça un coup de baguette magique pour redonner envie aux gens de découvrir la botanique et peut-être votre merveilleux jardin d'altitude ici du Haut-Châtelet? Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour oui, redonner ce goût aux gens, ou le donner tout simplement? Bah, il faudrait peut-être laisser peut-être
tomber un petit peu les ordinateurs, les choses comme ça, les tablettes, et puis se regarder un petit peu de plus près ce qui pousse dans les sentiers ou quand on se balade, ou les téléphones portables, les laisser un petit peu de côté, et puis regarder un petit peu comment la nature est faite, parce que j'ai l'impression que maintenant, quand on voit souvent des jeunes, ou même quand il faut faire attention quand on roule en ville, puisque souvent on voit des jeunes qui ont les casques sur les oreilles et le portable à la main, ou le chose, ils ne regardent plus rien, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça qui compte, qu'en fait. J'ai une suggestion à vous faire, Bruno Petitjean, c'est de proposer des stages de désintoxication de l'informatique pour tous ceux qui sont addicts, venir passer quelques jours ici dans ce jardin d'altitude du Haut-Châtelet. Vous pensez que ce serait une solution? Ah bah peut-être. Peut-être. Bon, après, l'informatique, je vais pas trop critiquer parce que c'est quand même c'est très pratique. Mais c'est vrai que bon, après, il faut un petit peu de tout, quoi. Voilà. Merci, Bruno Petitjean. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le responsable du magnifique jardin d'altitude du Haut-Châtelet dans les Vosges, tout près du col de la Schlourte et qui relève des jardins botaniques du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine. Merci aussi à Philippe Chauvet, votre collègue jardinier. Pour en savoir plus sur les 2500 espèces de plantes que vous présentez, les tarifs et les horaires d'ouverture, rendez-vous sur www.jardinbotaniquedenancy.eu. Vous avez pu écouter dans l'ordre Étoile des Neiges, version revisitée par le groupe familial de Zébach en Alsace, Die Kois, un clip vidéo sorti en 2017. Where are all the flowers gone? Dis-moi où sont les fleurs? Une chanson écrite et composée en 1955 par l'américain Pete Seeger, interprétée ici par Marlène Dietrich dans la version écrite par Max Kolbeck, qu'elle donnera pour la première fois le 6 octobre 1962 lors d'un gala de l'UNICEF à Düsseldorf. Et enfin, The Call of the Mountains par le groupe de folk metal suisse Helveti, paru sur l'album Origins, sorti en 2014. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.